Bonjour à tous et bienvenue sur TL7, notre dispositif consacré aux élections municipales dans la Loire continue. Vous le savez, nous avons pris le parti de venir enregistrer des débats près de chez vous dans les communes les plus importantes de notre département. Merci de nous rejoindre à Andrézieux-Boutéon. Aujourd'hui, nous sommes dans la plaine du Forêt au restaurant Le Poisson d'Argent qui nous accueille. Andrézieux-Boutéon, 9522 habitants au sud de la plaine du Forêt, une quinzaine de kilomètres de Saint-Étienne. 3 quartiers, Andrézieux-Bourg, La Chapelle et Boutéon. Et une particularité, Mathieu Ozanam, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'Essor Affiche, beaucoup de candidats pour ce premier tour municipal. Oui, alors je ne sais pas si c'est du jamais vu, mais en tout cas, 6 listes, c'est effectivement beaucoup. On verra si toutes iront jusqu'au bout, si elles sont toutes déposées en préfecture. Peut-être que les candidats pourront nous le dire. Et peut-être déjà, on pourrait commencer notre tour de table. Alors exactement, 6 candidats, nous vous le disions ici pour ce premier tour à Andrézieux-Boutéon. Jean-Claude Chalk, le maire sortant, brigue un troisième mandat. Il mène une liste intitulée « Volonté et ambition renouvelée pour Andrézieux-Boutéon ». Maurice Le Drapier, vous êtes à la tête de la liste Un lien entre tous. Vous vous présentez sans étiquette. Vous avez été élu depuis 1998 et vous avez été adjoint à l'environnement et à l'urbanisme entre 1998 et 2007. À vos côtés, Véronique Fouchécourt, qui mène une liste d'union des forces de gauche. Andrézieux-Boutéon, Un nouvel horizon. Bonjour, bienvenue à vous sur ce plateau. Sylvain Salat, vous êtes membre de l'UDI. Vous avez été candidat en 2008 sur la liste de Michel Besse, mais vous étiez alors en position non éligible. Vous êtes l'ancien président de l'association des habitants de la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier qui s'est dissoute en juillet 2013. Roland Jouve, bienvenue. Vous menez la liste Plus loin ensemble, ancien élu en 95 à Andrézieux-Boutéon, un parcours d'adjoint, et vous vous présentez donc pour ce premier tour à Andrézieux-Boutéon. Et enfin, Jean-Marc Pangot, votre liste s'appelle Changeons de cap. Et vous avez fait partie de la majorité sortante, donc de M. Chalk. Vous étiez alors adjoint au sport jusqu'en juillet 2013. Alors, une liste apolitique. Il y a alors beaucoup de listes apolitiques, il y en a simplement 2 aujourd'hui. Union des forces de gauche menée par Véronique Fouchécourt et Sylvain Salat qui mène une liste soutenue par l'UDI. C'est ça Sylvain Salat. Simplement pour corriger ou faire une petite précision, allez-y. L'investiture a été donnée de l'UDI aux candidats. La liste, nous avons la chance d'avoir des UMP, d'avoir des syndicalistes, d'avoir aussi des socialistes. Une liste très diverse. Voilà, diverse. Merci beaucoup. Alors, première chose, si vous le permettez, on se demande évidemment pourquoi autant de candidats pour une commune de taille relativement modérée, 9500 habitants. Mathieu Ozanam. Oui, Monsieur Chalk, comment vous expliquez le nombre de candidatures? Est-ce que vous cristallisez un rejet sur votre personne? Je dirais seuls les électeurs le diront au soir du 23 et peut-être au soir du 30. Mais je crois que c'est un signe fort justement de la démocratie sur notre ville et sur notre commune. Nous ne sommes pas muselés par les partis politiques puisque la grande majorité des listes sont apolitiques et que le débat démocratique permettra de porter à la tête de notre commune à la fois un maire et une équipe qui auront, je dirais, guerroyé sur un vrai échange et de vrais projets. Je crois que pour la démocratie, c'est très bien. Et je préfère cela à certaines communes de 5 à 10 000 habitants où il n'y a qu'une liste qui se présente. Je crois que c'est ça la vraie démocratie. Alors, on va faire un petit tour de table. On se demandait avec Mathieu en préparant cette émission pourquoi autant de listes. Jean-Marc Pangot, vous menez une de ces 6 listes pour ce premier tour. C'est un problème d'ego. On n'a pas réussi à trouver la personnalité pour s'opposer à Jean-Claude Chalk. Oui, non, je crois que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire M. Chalk. C'est une grande preuve de démocratie, mais une démocratie quand même orientée vers le changement, puisque 5 listes sur 6 veulent le changement. Après 16 ans de gouvernance de M. Chalk, on en a peut-être un peu assez, la population en a peut-être assez, c'est elle qui le dira le 23 et le 30 mars. Oui, il y a une vraie envie de changement à Andrézieux-Boutéon. Roland Jouve, cette envie de changement, vous la constatez vous aussi? Pourquoi
autant de listes? Je ne peux qu'adhérer à ce que viennent de dire les deux précédents candidats. En même temps, je veux dire, 16 années, je veux dire, comme vient de dire Jean-Marc, de gouvernance de M. Schalck, peut-être que les gens en ont assez. Et puis, en même temps, je me rallie à ce que Jean-Claude Schalck vient de dire, parce que je pense qu'à un moment donné, la démocratie doit effectivement pouvoir s'exprimer. Je pense qu'au travers des rencontres que nous avons auprès des habitants d'Andrézieux, on sent bien un mal-être, un avis de changer. Et je veux dire, surtout, les habitants d'Andrézieux-Boutéon souhaitent participer activement, je veux dire, au débat et être entendus. Non seulement écoutés, mais entendus. Sylvain Salas, c'est bon signe pour la démocratie, autant de listes pour un premier tour à Andrézieux-Boutéon? Oui, en fait, si vous voulez, il y a un besoin, en effet, il y a un besoin de changement. On est tous d'accord sur le sujet. Après, c'est la méthode, c'est la manière. Pour un vrai changement, il faut des hommes neufs, il faut une liste nouvelle et qui incarne vraiment ce changement. Et c'est le but de notre candidature. Notre candidature a été officialisée en septembre 2013. Nous travaillons avec les Andréziens-Boutéonnais depuis quelques années. C'est bien le vecteur de changement, d'écoute que nous incarnons. Véronique Fouché-Court, sur ce point, sur ce nombre important de listes. Alors, effectivement, c'est un signe de démocratie, mais nous avons eu, nous, la chance à gauche de faire une liste d'union de la gauche. On annonce clairement qui nous sommes, pour que les électeurs sachent, parce que c'est important aussi quand on incarne le changement, quand on veut incarner le changement, de dire ce que nous représentons, quelles sont nos valeurs. Et nous avons été une liste qui existant depuis... elle existe, cette liste, depuis... 98. La liste que je conduis a été faite en 2008, puisque je suis candidate tête de liste depuis 2008. Et nous avons voulu effectivement mener des projets. Nous avons grandi très vite, avec s'il vous cette... plaît, très vite. Voilà, nous avons grandi avec la ville et nous avons voulu proposer un parcours et un projet différent. Merci beaucoup Maurice Le Drapier. On termine ce tour de table avec vous et puis nous rentrerons dans les dossiers ensuite. Oui, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit sur la démocratie. Évidemment, c'est très important que sur une commune comme Andrézieux, avec les enjeux qu'il y a sur la commune, qui est le maximum d'expression au moins des concitoyens. Nous avons monté une liste depuis un bon moment. Cette liste, un lien entre tous, a cette connotation de dire qu'on doit être à l'écoute de tout le monde. Et c'est vraiment le signe et le fil rouge de notre équipe qui sera aujourd'hui, qui se présente aujourd'hui auprès des concitoyens, y compris auprès de notre permanence qui est ouverte 2 fois par semaine sur la commune. Alors nous allons parler intercommunalité parce que depuis le 1er janvier 2013, Andrézieux-Boutéon a rejoint Saint-Étienne Métropole et donc a quitté le pays de Saint-Galmier. Monsieur Salas, est-ce que les habitants d'Andrézieux-Boutéon ont compris ce changement d'intercommunalité ? Je crois qu'en fait, les habitants d'Andrézieux-Boutéon n'ont pas tout à fait compris la forme de rejoindre Saint-Étienne Métropole. Ça a été pour eux une surprise. Le monde économique a été également très surpris. Aucune concertation sur le dossier, aucun dialogue, aucune présentation. Je dirais la création de l'association des habitants, justement, est née de ce silence. Et nous avons consulté la population, nous avons été les seuls. 300 adhérents libres sont venus nous rejoindre et nous ont tous dit, en effet, soyez le lien, demandez à Saint-Étienne Métropole d'intervenir sur différents sujets qui nous inquiètent. Faites en sorte que vous soyez l'élément déclencheur d'une réunion publique. Réunion publique pour nous très tardive, au moment où le projet était terminé. Pas assez de concertation sur l'arrivée d'Andrézieux-Boutéon à Saint-Étienne Métropole au 1er janvier. Je rappelle que vous êtes entré avec la Fouillouse au 1er janvier 2013. Y aurait-il fallu qu'il y ait concertation pour ceux qui s'y opposaient ? Puisque je crois que lorsque le préfet a proposé son schéma, je crois les seules réponses qu'on ait pu apporter au sein de la communauté de communes du pays de Saint-Galmier, c'est de se fermer à toute discussion possible et rejeter en bloc tout ce qui était proposé. Et qu'une vraie propagande s'est instaurée. Comment voulez-vous, dans ces conditions, pouvoir être entendu et pouvoir expliquer et exprimer quels étaient les inconvénients, s'il y en a, et les avantages qu'il y avait à adhérer à Métropole. Donc, partant sur ces bases-là, je crois qu'il était extrêmement difficile de pouvoir avoir un vrai débat démocratique. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, ça s'est passé différemment.
Jean-Marc Pangot, quel rôle doit jouer Andrézieux-Bouthéon aujourd'hui, d'après vous, au sein de la métropole? Alors, vous étiez adjoint à l'époque où Andrézieux-Bouthéon est arrivé à adhérer à la métropole. Alors, tout ça pour dire que sur le fond, je suis complètement d'accord avec l'arrivée d'Andrézieux-Bouthéon au sein de Saint-Étienne Métropole. Les bonnes raisons ne sont pas là. La principale raison du départ d'Andrézieux-Bouthéon vers Métropole, c'est une question de personne de M. Schalck, qui était effectivement en guerre ouverte avec les autres maires de la communauté du pays de Saint-Galmier. Donc ça, voilà. Vous étiez en conflit ? Pour le fond, ben oui, c'était évident. Oui. Voilà, et nous sommes aujourd'hui à Saint-Étienne Métropole et nous y sommes pour jouer un rôle le plus important possible. Et nous allons jouer, Andrézieux-Bouthéon mérite un rôle clé au sein de Saint-Étienne Métropole. Et son maire doit être un maire qui a des relations apaisées avec ses voisins, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Donc le vrai rôle de leader que la ville d'Andrézieux-Bouthéon doit avoir demain passe par un comportement apaisé de son équipe dirigeante. Véronique Fouché-Court sur Métropole, et puis on fera réagir Jean-Claude Schalck ensuite sur ces relations tendues à apaiser, comme l'explique Jean-Marc Pangot. Alors nous, sur le sujet de l'intercommunalité, on a eu une position très claire dès le départ, dès la première réunion à la CCPSG, où on avait réuni les 149 élus, voilà, où on avait réuni les 149 élus du territoire, et où on a dit dès le départ, mais il faut concerter la population. C'est un choix qui va les impacter très longtemps. Ils ont droit de prendre part à cette décision. Il doit être fait un référendum. Je l'ai redemandé en mairie, je l'ai redemandé en conseil municipal. Nous avons refusé de voter sur ce dossier, simplement parce qu'on estimait que c'était à la population de le faire. Et l'intercommunalité, n'oublions pas, on peut être sur un territoire, on peut être sur une intercommunalité, mais on ne doit pas oublier les communes environnantes avec lesquelles on doit continuer à travailler, même si elles ne sont pas avec nous sur la même intercommunalité. Alors, petite réaction, puis on reviendra sur Maurice Le Drapier, Sylvain Salah et Roland Jouve juste après. Petite réaction, Andrézieux-Bouthéon est passé en force, sans consultation auprès des habitants, pour intégrer Saint-Étienne Métropole, Jean-Claude Schalck. Oh, ben, si on veut le résumer ainsi, oui, pourquoi pas. Mais je crois que c'est une question que je vous pose. Ah oui, bon. Je reprends un petit peu les critiques faites à l'instant. Je crois qu'il y a un moment, l'équipe municipale en place a eu les possibilités par les électeurs de conduire les grands choix politiques. Je voudrais simplement rappeler que lorsque Pierre Desgranges et Jean Imbert ont fusionné Andrézieux et Bouthéon, ils n'ont pas fait de référendum. Hein. Lorsque François Meuselier a adhéré à la communauté de communes Pays de Saint-Galmier, il n'a pas fait de référendum. Mais pas plus que les 10 maires des communes qui ont refusé l'adhésion à Métropole n'ont fait de référendum. Je n'ai jamais considéré que la totalité de la population d'Andrézieux-Bouthéon était favorable à l'adhésion à SEM, mais je conteste autant le fait que la population des autres communes, l'ensemble, n'était pas aussi en rejet de Saint-Étienne Métropole. Donc je crois qu'il faut savoir, à un moment donné, faire les grands choix politiques, qu'ils sont très difficiles, je dirais, à expliquer avant. En revanche, lorsque nous avons fait la réunion publique, il y avait 350 personnes au théâtre, le théâtre était plein, et lorsqu'il y a eu la présentation, je crois que beaucoup de personnes ce soir-là ont compris quels étaient les enjeux et quel était l'avenir d'Andrézieux-Bouthéon, justement, au sein de Métropole. Roland Jouve, c'était évitable Saint-Étienne Métropole, et d'après vous, quel rôle doit jouer Andrézieux parmi les 45 communes ? Voilà, comme vous le dites, aujourd'hui, ce qu'il faut préciser, c'est qu'est Saint-Étienne, la SEM, qu'est Saint-Étienne Métropole. Saint-Étienne Métropole, aujourd'hui, c'est 45 communes. Et il y avait une autre solution pour Andrézieux-Bouthéon ? Ah mais peut-être dans le cadre du débat, comme viennent de le dire tous les candidats. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une décision qui a été prise. Nous y sommes dans Saint-Étienne Métropole. Donc les débats auraient dû avoir lieu avant. L'opacité qui a entouré ce dossier, je ne peux pas moi-même, donner un éclairage particulier. Vous avez entendu ce que certains candidats viennent de dire. Et ils participaient justement de très près, puisqu'ils étaient au conseil municipal. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on rejoint la 6e métropole de France. 400 000 habitants, 141 élus qui y sont... Donc quel rôle doit jouer Andrézieux-Bouthéon ? Voilà, quel rôle pourra jouer Andrézieux-Bouthéon ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes une commune de moins de 10 000 habitants. On rejoint une agglomération de 400 000 habitants. Alors, je crois qu'on a un élément fort. Parce que si tout le monde suit... Pardonnez-moi. L'actualité fait qu'aujourd'hui, on s'est aperçu que l'arrivée d'Andrézieux-Bouthéon dans Saint-Étienne Métropole apporte quelque chose. Elle apporte au niveau financier. Donc à partir de ce moment-là, on a effectivement un effet de levier à faire. Il va falloir donc s'imposer tout en gardant son identité.
Maurice Le Drapier, sur Saint-Étienne Métropole, dans votre programme figure notamment le lien avec d'autres communautés urbaines, le pôle métropolitain notamment. Oui, alors effectivement, pour reprendre ce qui a été dit, et les conditions dans lesquelles s'est passé le transfert de Pays de Saint-Galmier à Saint-Étienne Métropole, c'est effectivement, j'avais déjà évoqué ça en 2008, qu'il fallait d'abord apaiser nos relations avec nos voisins pour à terme peut-être travailler avec Saint-Étienne Métropole. Donc on y est arrivé un peu plus vite, de façon un peu plus brutale. Aujourd'hui, on est dans Saint-Étienne Métropole, il n'est pas question d'en sortir. Alors quelle place doit Mais jouer par Andrézieux, contre, même question Andrézieux doit avoir une place prédominante sur un certain nombre de sujets. Et effectivement, dans mon programme, je parle du lien avec les autres communautés de communes et Saint-Étienne Métropole, mais aussi, il faut se projeter plus loin. Monsieur Jouve parlait de Saint-Étienne Métropole, 400 000 habitants, mais on est aussi Saint-Étienne Métropole et aussi dans une démarche pôle métropolitain. Il faut aussi être conscient de ce qui va arriver dans 10 ans et comment se préparer à cette démarche. Ça veut dire que notre commune doit avoir une vraie position stratégique, et je le dis, reliante entre ces différents domaines qui sont autour de nous, différentes communes qui sont autour de nous, de façon que la commune d'Andrézieux, même si c'est une petite commune de 10 000 habitants, elle a son rôle à jouer, elle a des qualités, aussi bien dans les entreprises que dans les habitants. Sylvain Salat, sur l'intercommunalité, Oui, c'est le bon choix. Simplement, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'en effet, nous sommes à Saint-Étienne Métropole. La méthode, on peut être contre. Le futur est très important. Andrézieux-Boutéon et La Fouillouse ont rejoint Saint-Étienne Métropole. Ça ne change rien aux finances de Saint-Étienne Métropole. Ça ne nous permet pas de changer la strate au niveau de l'État pour avoir des financements de l'État. Il faudra en effet que l'agglomération ou d'autres nous rejoignent pour que, en effet, Saint-Étienne Métropole ait suffisamment d'habitants pour aller au-delà. Première chose. La seconde, en effet, pour dire que Andrézieux-Boutéon doit être moteur, doit fédérer. L'équipe nouvelle qui sera aux commandes d'Andrézieux-Boutéon aura ce rôle de faire la paix avec ses voisins. Même si on n'est pas dans la même intercommunalité, nous avons des échanges. Nous avons d'un côté un pont sur la Loire qui nous relie à Saint-Just-Saint-Robert. De l'autre côté, nous avons nos amis de Vauche. Il faudra en effet monter des projets ensemble. Et ce que je souhaiterais, moi, pour Saint-Étienne Métropole, très vite, s'il oui, vous plaît. je vais faire bref, c'est qu'en effet, Andrézieux-Boutéon puisse ne pas avoir simplement la vice-présidence du Notiform. Il faut bien que notre territoire avance dans l'innovation avec ses entreprises. On a un vrai enjeu à venir. Merci. Je souhaite que notre territoire soit mieux représenté. Merci beaucoup, Sylvain Salat. Alors nous avons parlé de l'agglomération. Revenons directement à la commune d'Andrézieux-Boutéon. Je vais vous demander à chacun d'entre vous, de façon très brève, en un adjectif, de caractériser le bilan du mandat qui vient de s'écouler. Monsieur Pango, et voilà, et on va passer la parole comme ça. Bilan financier. Un bilan général. Un bilan en un adjectif. En un mot. Désastreux eu égard aux moyens de la ville d'Andrézieux-Boutéon sur le plan financier. Roland Jouve. Moi, je dirais simplement non rassembleur, non fédérateur. Sylvain Salat. Je dirais d'abord, ce n'est pas un bilan, c'est un constat. Et ce constat, il est d'une ville qui a perdu son dynamisme, qui vit sur elle-même. Véronique Fouché-Court. Un manque de concertation. Maurice Le Drapier. Pour reprendre l'esprit de notre équipe, un manque de lien avec les autres et bien sûr de convivialité. Jean-Claude Chalk, en un adjectif. Ça ne va pas vous surprendre, exceptionnel. Bien. Vos priorités, j'en veux 3 pour l'instant, pour ce futur mandat. Véronique Fouché-Court, c'est à vous de commencer. Très brièvement, pardonnez-moi, nous rentrerons un peu plus dans les détails ensuite. Quelles sont vos priorités, en tout cas pour la liste que vous conduisez pour ces municipales? Alors, trois mots qui la définissent bien, c'est l'humain, la coopération, la mutualisation et l'économie. Et pourquoi? Vous pouvez Pourquoi? un peu Parce détailler. qu'en fait, il y a un besoin effectivement de mettre en cohérence les habitants de la commune avec le monde économique de cette commune et du territoire. Et la mutualisation, parce qu'on est plus fort quand on est plus nombreux. Ça n'est pas fait pour l'instant, l'humain? Je parle d'humain. Il en manque beaucoup. Je pourrais développer, si vous voulez, sur certains sujets, il n'y a aucun problème. Jean-Claude Chalk, il manque d'humain. En 2 mots, s'il vous plaît. Il ne me semble pas, non. Alors, vos 3 grandes priorités pour ce prochain mandat? 3 grandes priorités, c'est politique, c'est la position au sein de SEM, on va pas y revenir, mais je pourrais y passer des heures. C'est l'investissement, parce que je crois qu'il faut apporter aussi de l'intérêt à notre collectivité et à sa population. Et puis le dernier point, c'est ville verte et solidaire. Donc là aussi, on peut en débattre,
mais je crois que le programme le présente très largement. Maurice Ledrapier, vos 3 priorités pour Andrézieux-Bouthéon. Oui, premièrement, pour ne pas reprendre tout le monde, mais effectivement, notre position, une position claire dans Saint-Étienne Métropole, sur un sujet transverse, ce n'est pas uniquement un sujet qui touche la commune, il y a suffisamment de sujets transverses. Bien sûr, l'écoute citoyenne, et puis effectivement, peut-être pas enlever du béton qui a été mis en place, mais en tous les cas, faire ce qu'il faut pour que ce béton soit agréable à vivre, avec un certain nombre d'aménagements paysagers, et qu'on donne un peu des traces bleues et vertes sur la commune, pour faire du lien entre les quartiers. Jean-Marc Pangot. Oui, mais c'est effectivement, comment dire, les finances, diminuer la pression fiscale, eu égard encore aux moyens de la ville d'Andrézieux-Bouthéon, se pencher sérieusement sur le problème de la sécurité, qui est un sujet très subalterne dans les dernières années, et bien évidemment le partage avec la population, le partage avec le monde associatif, et revoir l'urbanisme, effectivement, arrêtons le béton et retrouvons un petit peu de verdure dans nos centres-bourgs. Merci. Roland Jouve, vos priorités? Pour Andrézieux-Bouthéon, la priorité, c'est l'innovation, c'est l'attractivité, c'est effectivement de fédérer sur des sujets importants, c'est évidemment de trouver notre place au sein de Saint-Étienne Métropole, et en même temps, c'est écouter et entendre les habitants d'Andrézieux-Bouthéon, c'est-à-dire répondre à un besoin réel et une cohérence évidente entre ce qu'on appelle aujourd'hui le bétonné et de l'autre côté les espaces verts. Merci. Sylvain Salin, vos priorités? Nos priorités, elles émanent déjà de ce qu'on nous a dit, des Andréziens-Bouthéonnais eux-mêmes. Elles vont être un peu différentes. La première priorité, c'est l'emploi. Nous avons, il y a 6 ans en arrière, 320 demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, on est à 893 demandeurs d'emploi sur notre ville, et notamment des jeunes. Donc il faut des réponses, des vraies réponses. Il y a une deuxième priorité, c'est la jeunesse. Nous sommes une des listes où nous allons donner des responsabilités, nous donnons des responsabilités à nos jeunes. Ils seront au cœur de notre dispositif. Et je dirais sans oublier nos seniors et la place du territoire. Merci. On se rend compte que les priorités divergent quand même. On parle sécurité ici, humain là. Alors parlons sécurité, pourquoi pas. En lisant vos programmes, on se rend compte là aussi que ça peut être une priorité pour certains, d'autres non. Les solutions également envisagées sont différentes. Sur cette thématique de la sécurité, nous parlerons ensuite urbanisme, habitat, entreprise, économie, etc. Sur cette thématique de la sécurité, est-ce qu'il y a une problématique d'insécurité aujourd'hui à Andrézieux-Bouthéon? Et quelles sont vos solutions, le cas échéant, si il y a un sentiment d'insécurité à Andrézieux-Bouthéon? Maurice Ledrapier, on commence par vous, s'il vous plaît. En tous les cas, moi je vous laisse réagir les uns les autres. N'hésitez surtout pas à faire tourner la parole. Oui, je suis surpris effectivement de voir que certains considèrent qu'Andrézieux-Bouthéon, il y a un climat d'insécurité extrême, puisqu'ils ont l'air de mettre ça en avant de façon très prégnante. En tous les cas, ce n'est pas le sentiment que j'en ai, ce n'est pas le sentiment que j'ai, même si malheureusement il y a quelques maisons cambriolées, et je compatis effectivement la douleur des personnes qui sont sujettes, qui ont été agressées avec ce genre d'intervention. Jean-Marc Pangot, simplement, la sécurité figure en bonne place dans votre programme. Oui, en bonne place, mais ce n'est pas la priorité absolue. C'est simplement, Andrézieux-Bouthéon n'échappe pas à un mouvement général. Andrézieux, ce n'est pas Chicago. Mais il faut prendre à bras-le-corps quand même cette problématique, ce sentiment d'insécurité surtout qui est le plus important. Donc il faut absolument redonner une vraie fonction à la police municipale qui aujourd'hui ne joue absolument pas son rôle, puisque les horaires de travail finissent à 17h. C'est pas vraiment là que la délinquance exerce ses méfaits. Donc il faut revoir complètement le fonctionnement de la police municipale. Et nous sommes la seule ville pratiquement de la Loire à ne pas avoir de système de vidéoprotection. Donc aujourd'hui... Donc ça fait partie de vos propositions, ça, pour le coup, la vidéoprotection. Tout à fait. Monsieur Schalk, est-ce qu'il y a un manque de policiers sur le terrain? Le nombre de policiers municipaux a-t-il diminué? Oh, certainement pas. Et puis, quelles sont les compétences des policiers municipaux? Faire croire qu'en faisant travailler les policiers municipaux la nuit, on va empêcher les vols. Il faut déjà que ce soit le super policier, parce qu'il faut qu'il devine à l'avance où vont avoir lieu les larcins.
Donc là, déjà, je ne sais pas si ceux-là, ils existent bien. Mais dans le même temps, c'est quand même fou. On n'est pas dans une commune où il y a un vrai souci d'insécurité. On a eu un problème sur le quartier de Boutéon. Je crois que c'est par notre action qu'on a eu avec certains des riverains qui étaient concernés et la gendarmerie qu'on a pu identifier et qu'on a pu faire poursuivre les jeunes qui avaient fait les méfaits. Ils ont été condamnés, ils vont payer. Ensuite, il y a eu une période de cambriolage. Là aussi, où les cambrioleurs ont été attrapés. Mais en fin de compte, mais voilà... Sur ce qui est de la dégradation de l'espace public, et vous savez, on n'a pas pour 20 000 € par an de dégradation de l'espace public. Donc attention, faire croire que simplement parce que les autres communes se sont équipées de caméras vidéo... La vidéosurveillance est à l'étude dans votre programme. Et que leur maire aujourd'hui valide le fait que ça a porté, bien évidemment. Mais je crois qu'en parallèle, il faut mettre le coup avec l'action recherchée. Moi, je ne dis pas que c'est interdit, mais je ne dis pas que c'est la solution qui doit répondre à tous nos problèmes. Roland Jouve, je vous laisse répondre à Jean-Claude Chalk, parce que l'utilisation de la vidéoprotection, alors il n'y a pas que ça évidemment, hein, fait partie de votre programme. Je vous laisse répondre à Jean-Claude Chalk. Aujourd'hui, on en fait trop sur cette insécurité à Andrézieux-Bouthéon. Non, mais je crois, d'abord, il faut dire que la sécurité, c'est un droit pour tous. Donc la sécurité, évidemment, à partir du moment où il y a des incivilités, eh bien évidemment, c'est monté en flèche. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est un vrai problème. Donc ce problème, il faut le solutionner. Jean-Claude Chalk dit aujourd'hui, effectivement, dans le cadre de l'utilisation, je vais dire, des différents services, gendarmerie, on a la brigade juvénile, on a également la police municipale. Et concrètement, quels sont vos projets, vous, pour ce mandat, Roland Jouve ? Déjà, je crois qu'il faut coordonner l'ensemble de ces services, c'est une première chose. Il faut être beaucoup plus solidaire, c'est-à-dire dans le cadre, je vais dire, de ce que... Parce qu'aujourd'hui, il y a une rivalité entre gendarmes et policiers municipaux. Ne me faites pas dire ce que je viens de dire. Je dis simplement qu'il faut la solidarité, il faut améliorer, c'est coordonner un certain nombre de services, c'est trouver des solutions lorsqu'on se met autour d'une table, et c'est de répondre vraiment à un besoin qui est sur le terrain. Voilà, je crois. En même temps, au niveau de la sécurité, ce que je voudrais dire, c'est que la sécurité, c'est pas uniquement la sécurité dans le cadre de la délinquance. Il y a la sécurité civile qui est très importante. Et je pense que dans notre schéma... On parlera du dossier de la caserne juste après. Parce que mais pas que de la caserne. Allez-y. Vous avez sur les plans de circulation, vous avez les sorties des écoles, vous avez tout un programme qui doit être établi dans le cadre de la sécurité civile. Sylvain Salin. Pour revenir, sur ce point-là. Oui, pour revenir à ce qui a été dit, et notamment par rapport aux candidats sortants, le travail de prévention est très important. Ça, c'est le premier point. Le second, nous avons pris contact avec les signataires d'une pétition qui ont une fin de non-recevoir sur le quartier de Boutéon. Quel était l'objet de cette pétition ? Réclamer plus de moyens et éventuellement la vidéoprotection. Donc on les a rencontrés, je me suis déplacé, Jean-Pierre Tête, maire de Feurs, nous a rencontrés pour parler de ce système qui fonctionne par périmètre, donc on peut répondre d'une façon précise. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, si vous êtes élu le 30 mars ? C'est d'avant d'arriver à la vidéoprotection, c'est qu'on peut régler aussi des choses par l'urbanisme, par la prévention, par la police municipale. Et la vidéoprotection sera envisagée avec les habitants et sur des périmètres définis. En termes de coûts, prise en charge 50% par l'État, des coûts qui ne sont pas si élevés sur l'entretien annuel des caméras. Nous n'avons pas la volonté, en tout cas dans notre groupe, de vidéoprotéger l'ensemble de la ville. Véronique Fouché-Court, il faut mettre des caméras de vidéosurveillance. Quelles sont vos préconisations dans ce... Alors, première chose, quand on dit tout à l'heure, oui, il n'y en a pas tant que ça, n'oublions pas que dans la pyramide des besoins de l'individu, la sécurité, c'est le second point. Donc, c'est important, quand les gens se sentent en insécurité, d'y répondre de manière différente. Qu'est-ce que vous proposez, vous, si vous êtes élu ? Par exemple, nous, quand on parlait de mutualisation, on va proposer aux habitants de la commune, s'ils le souhaitent, c'est de mutualiser les moyens pour équiper leur maison de façon individuelle, parce qu'on ne peut pas être de partout, effectivement. Mais les systèmes de sécurité coûtent très cher. C'est-à-dire que la ville peut financer des alarmes, par exemple ? Non, la ville ne financera pas. On va négocier des contrats mutualisés et du coup, on fait baisser les prix d'un système de sécurité proposé aux habitants. Parce que ça coûte rien à une commune de faire de la négociation. Par contre, ça permet aux gens de payer beaucoup moins cher. Voilà. Et la vidéosurveillance, ça sera effectivement une concertation avec la population. Ça ne peut pas être fait sans leur avis. Maurice Le Drapier ? Oui, effectivement. Bon, par rapport à ce qui a été dit, c'est vrai que pour nous, la sécurité, ça doit s'appuyer sur 4 piliers. La gendarmerie, la police municipale qui doit prendre ses missions et travailler avec concertation avec l'ensemble des services de la commune. Aujourd'hui, ça n'existe pas ? Je pense que ça peut être amélioré. Et puis surtout,
sur un certain nombre d'actions. Tout à l'heure, certains parlaient de la sécurité à la sortie des écoles. Peut-être prendre plutôt des bénévoles pour s'occuper de la sécurité à la sortie des écoles. Et puis la police municipale, avoir d'autres actions pendant ce temps-là. Travailler beaucoup avec les riverains. Moi, j'ai rencontré effectivement des riverains qui sont dans des associations voisins vigilants. Je pense que c'est des approches qu'il faut travailler avec eux pour travailler en concertation, en croiser ces trois piliers. Et puis le quatrième pilier, qui peut être une solution qui peut être mise en place sur un certain nombre d'endroits spécifiques, stratégiques de la commune, de la vidéo enregistrement et non pas de la vidéosurveillance, qui permet de capter des images qui peuvent être utilisées en cas de méfaits, mais avec un temps de recul et pas simplement une vidéosurveillance avec des gendarmes ou des policiers qui sont derrière les écrans prêts à bondir. Merci, voilà. Merci à tous. Alors on se rend compte quand on regarde un petit peu les sondages d'opinion, on en a un peu parlé, que la sécurité arrive sur le trio de tête. Il y a l'emploi évidemment. Alors la compétence emploi n'est pas une compétence municipale. Malgré tout, c'est à vous d'encourager la vie économique du territoire. Quelles sont vos propositions en matière d'économie ? On sait qu'Andrézieux-Bouthéon dispose d'un bassin économique important avec de nombreuses entreprises. Quelles sont vos priorités pour ce mandat en termes d'économie ? On va commencer avec vous, Sylvain Salat, s'il vous plaît. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Le fait de dire que la collectivité n'a pas compétence... Ce n'est pas une compétence directe, en tout cas, l'emploi... J'entends bien. Mais il suffit... Dans les textes, en tout cas. On est d'accord. Mais il faut redynamiser le lien collectivité-entreprise, acteurs économiques. Alors comment est-ce que l'on fait ? Parce qu'on simplement, il faut déjà, aller les voir. Aller les voir. Moi, j'en ai vu un certain nombre qui m'ont dit, voilà, la vision qu'a un chef d'entreprise aujourd'hui avec la collectivité, c'est de dire on est un tiroir-caisse. Donc aujourd'hui, c'est différent. Il faut aller les voir, il faut les écouter. Il faut aussi, je dirais, et c'est dans notre projet, la création d'une cellule emploi à la mairie, où nous allons recenser l'ensemble de nos jeunes et de moins jeunes qui auront un CV à nous déposer. Lorsque la collectivité et le maire est en contact avec les chefs d'entreprise, il peut proposer et de soumettre aux acteurs économiques par différents moyens, et notamment par une clause d'insertion sur les marchés publics. Jean-Claude Chal, vous n'allez pas voir les entreprises sur le secteur. Vous terminerez, Sylvain Salat. Comme ils sont nombreux, on ne doit peut-être pas voir les mêmes. C'est-à-dire c'est quand même fort de s'entendre dire que depuis 15 ans que je suis le maire, je n'ai pas pu tisser des contacts très très forts et très rapprochés avec le monde industriel de notre commune. Donc, je crois qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas non plus jouer. Et la compétence économique est bel et bien exercée par les collectivités. Et aujourd'hui, les visites qui sont organisées sont faites par les compétences économiques de l'agglo. Bon, Sylvain Salat, voilà la réponse. Vous ne visitez pas les mêmes entreprises. Oui, non, Jean-Claude Chalk, il sait bien de quoi, en effet. Alors, vos quelle propositions. Entreprise on fait un état des lieux, du coup, ce que vous disiez. On va rencontrer les entreprises, on fait un état des lieux sur les attentes des habitants de la commune. Oui, on fait un vrai état des lieux et on travaille avec eux. Je dirais que si on avait visité les entreprises n'auraient pas créé une association d'entreprises pour justement monter au créneau sur la taxe transport. Voilà, ça part de là. Alors qu'on ne dise pas, en effet, je visite tout type d'entreprise. J'ai visité 2 créateurs d'emplois sur Andrézieux-Bouthéon. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent 1000 euros les 20 mètres carrés pour développer une activité, c'est trop. Donc une idée pour répondre, je dirais, à la création d'entreprises, à l'insertion de nos demandeurs d'emploi, et de la dynamique au niveau de nos entreprises. C'est bien celle-ci où on veut aller. Roland Jouve. La taxe transport pénalise la création d'entreprises à Andrézieux-Bouthéon ? Évidemment, à partir du moment où effectivement vous cotisez plus, évidemment ça sort de vos caisses. Et en plus, le problème qu'il y a eu, me semble-t-il, au niveau de cette taxe, c'est que elle était imposée, elle était changée, comme vous le savez, et à un moment donné, elle n'était pas provisionnée, cette taxe. Ce qui avait été demandé à Monsieur le maire, c'est effectivement de la lisser. Bon, les réponses ont été ce qu'elles ont été. Finalement, effectivement, ça a été une levée du bouclier dont j'ai été informé, puisque moi-même, je suis industriel. Alors, qu'est-ce que vous préconisez justement en faveur des entreprises et puis de l'emploi ? En faveur des entreprises. Plan économique. Aujourd'hui, sur le plan économique, évidemment, le plus gros travail, il est fait au niveau de la SEM. C'est une évidence. Saint-Étienne Métropole. Oui, pardon, Saint-Étienne Métropole. Donc, à partir de là, il faut fédérer. Mais fédérer, ça ne suffit pas. Je crois qu'il faut innover, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut trouver de l'attractivité, ou la créer tout au moins, dans notre secteur Loire. Et comment ? L'économie, comment ? C'est-à-dire
créer des pôles d'innovation, d'attractivité. Comment les créer? C'est-à-dire en mutualisant les moyens auprès des industriels. Aujourd'hui, un petit industriel a des difficultés, effectivement, ne serait-ce que dans l'étude marketing, le développement des produits, ne serait-ce que dans l'exportation. Et je pense qu'effectivement, au travers de pôles d'excellence, on pourrait effectivement avoir une espèce de tutorat qui serait fait par des gens qui ont travaillé, y compris sur la commune, des dirigeants importants et qui ont ce que l'on appelle des relations d'affaires. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut insuffler au niveau de ce pôle d'excellence qui existerait, qui serait mis en place, un certain nombre de dynamismes et donner une véritable force. Parce que je crois qu'effectivement, il faut mutualiser les moyens pour mieux faire connaître notre département. Et Jean-Marc Pangot, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Oui, quelles sont vos propositions? Bien sûr, mais nous simplement, nous montrons l'importance que nous portons au monde économique, qui s'est senti un petit peu floué sur l'histoire de cette métropole et de la taxe transport. Avec l'histoire de la taxe transport. Voilà, alors on n'a pas eu le moindre égard à ce propos. Donc ça perturbe énormément les relations entre notre maire actuel et ses entreprises qui se sont senties flouées. Nous avons choisi de mettre effectivement le monde économique en tête de nos préoccupations en nommant comme premier adjoint un chef d'entreprise, d'une grande entreprise, qui connaît le monde de l'économie, qui sera un interlocuteur tout à fait. Et comment? Qu'est-ce qui figure dans votre programme? La pépinière d'entreprise. C'est-à-dire? Eh bien, nous allons créer sur la zone d'Andrézieux-Bouthéon une pépinière d'entreprise avec un objectif d'avoir une centaine d'emplois à peu près au terme du mandat. La vie économique, ce sont également les petites entreprises et les petits commerces qui sont en souffrance aujourd'hui. Et nous avons également comme autre reproche qui nous viennent du monde de l'entreprise, c'est le fait que la commune se substitue à eux pour beaucoup de marchés. Il y a un énorme, on va y revenir je pense sur les charges tout à l'heure de personnel et finances municipales, il y a un vrai changement de cap à apporter sur le fait que le travail en régie ne doit pas être la règle d'or d'une mairie. Restons sur le service public et ne prenons pas le travail aux entreprises locales. Voilà. Jean-Claude Chalk, alors sur ce qui a été dit, la taxe transport notamment, et puis votre plan d'action pour ce mandat, pour favoriser la vie économique et du coup l'emploi sur la commune d'Andrézieux-Bouthéon. Sur la taxe transport, c'est une taxe qui de toute façon, au niveau national, finance le transport collectif. Voilà, je crois que la seule chose qu'on puisse regretter, c'est que c'est vrai qu'elle n'avait pas été provisionnée et que c'est arrivé tellement brutalement le passage à métropole que de toute façon, dans les plans de budget des entreprises, ce n'était pas prévu. Bon, il y a eu un lissage sur une année avant de passer au taux plein. Mais ça, bon, voilà, je suis tout à fait conscient que ça a été une vraie difficulté. Vos propositions, du coup, qu'est-ce qui figure dans le mandat pour ce prochain mandat? Après, je dirais, lorsque nous faisons le choix politique de réviser le plan local d'urbanisme pour déclasser les 20 hectares du bois des communaux, pour permettre à SNF de s'agrandir au sein de son périmètre de sécurité, créant dans les 3 ans à venir près de 500 emplois. Vous pensez que ce n'est pas une aide forte au développement économique? Lorsque dans le cadre du CIPAB que je préside, le syndicat des parcs d'Andrézieux-Bouthéon, nous rachetons à SNF dans le même temps 19 hectares sur la partie qui n'est plus concernée par son périmètre de sécurité pour créer de nouvelles zones économiques. Vous croyez que ce n'est pas du soutien à l'entreprise? En même temps, lorsque j'entends Jean-Marc Pangot dire création de pépinière d'entreprise, seul SEM peut créer une pépinière d'entreprise. Nous n'avons pas compétence, la commune, pour le faire. Donc seul SEM peut le faire. Véronique Fouché-Court, simplement parce que je crois que le projet figure aussi dans le programme de Véronique Fouché-Court. La pépinière d'entreprise, pour le coup, c'est pas la ville? Alors, 3 points déjà. Premier point, pour dire que nous avons mis en avant l'emploi et les entreprises dans notre programme, le premier adjoint chez nous sera responsable des relations avec les entreprises et les commerçants. Donc déjà, c'est leur montrer un signe fort de ce que nous voulons pour eux. Deuxième chose, la pépinière d'entreprise, on peut travailler avec SEM pour la création de cette pépinière. Depuis 2008, nous le proposons, c'est pas d'aujourd'hui.
J'ai rencontré la CCI dernièrement, la cellule innovation de la CCI, qui peuvent proposer aux entreprises des diagnostics stratégiques pour savoir leurs faiblesses, leurs forces, leurs menaces et leurs atouts pour créer, pour peut-être investir de nouveaux marchés. Elle est très peu utilisée malheureusement par les petites entreprises et ça leur permettrait pourtant de savoir ce qu'ils doivent devenir. Donc la pépinière d'entreprise permettrait de mettre en relation ça. Et troisième chose, c'est de créer une maison de l'emploi pour permettre aux habitants de la commune et aux entreprises d'entrer en relation. Bien sûr, ceci avec Pôle emploi, hein, on ne va pas travailler seul sur ce dossier-là, mais en tout cas, il y a effectivement un grand nombre de demandeurs d'emploi, comme l'a dit Sylvain Salat, sur la commune. Il y a de nombreuses entreprises qui cherchent des salariés et c'est à nous aussi de mettre en lien ces gens-là. Parce que quand je vous parlais de coopération, c'est aussi ça la coopération. Sylvain Salat, on reviendra vers vous juste après, pardonnez-moi. Maurice Le Drapier, pardon, il faut que je jongle et que je respecte un petit peu l'ordre de parole. Maurice Le Drapier, l'emploi, l'économie. Oui, merci. Oui, un point important. La maison de l'emploi, simplement pour réagir à ce que vient de dire. La maison de l'emploi, c'est une piste que développe Madame Fauchécourt. Je crois que pour nous, l'idée que nous avons développée, c'est de dire qu'effectivement, il faut faire un marketing territorial. Et dans cet esprit, nous ça veut proposons... Dire quoi ? Qu'est-ce que c'est du marketing territorial ? C'est proposer un label sur le territoire d'Andrézieux-Bouthéon qui permettra de mettre en valeur d'abord l'excellence des entreprises qui sont sur la commune. Mais quand tu dis excellence des entreprises, c'est les artisans qui sont aussi sur la commune, mais aussi les clubs sportifs, toutes les associations sociales, culturelles, puisque globalement, c'est ça qui est la richesse de la commune d'Andrézieux. Et avec ce marketing territorial, ce label, permettent, au travers d'un certain système de connecter la ville, de créer une newsletter pour permettre aux entreprises de proposer directement de façon très accessible aux habitants et aux 800 et quelques chômeurs de la commune des emplois via ce système de ville connectée. Sylvain Salat, c'est à vous sur l'emploi, l'économie, donc projet commun du coup pour la maison de l'emploi, c'est ça ? C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, nous, ça ne sera pas forcément une maison de l'emploi, ça sera une cellule avec des gens qui seront rattachés à cette cellule. Et la différence ? Je ne sais pas si vous avez potassé le programme des uns des autres, j'imagine que oui. Bon, voilà, c'est déjà un bon point de trouver des idées innovantes. Moi, je vais revenir sur 2 points. Il a été parlé tout à l'heure d'innovation. Très important, l'innovation, ça ne répond pas à tout. Aujourd'hui, nous sommes dans Saint-Étienne Métropole. Nous avons la cité du design. Cette cité du design, la collectivité peut intervenir auprès de ses bâtiments municipaux, auprès des écoles. On a des exemples à Saint-Étienne où des entreprises sur Bonson ont travaillé, mis au catalogue des nouveaux produits et ont pu avancer. Premier point. Deuxième point, n'oublions pas l'insertion et la formation. Il existe à Saint-Étienne l'école de la deuxième chance. J'ai déjà donné l'information à des jeunes qui voulaient reprendre leur formation. Ils l'ont fait. Ils vont intégrer en septembre. Je dirais, on a déjà gagné. Ça fonctionne. Il faut développer. L'autre point, c'est aussi l'insertion des personnes qui sont dans ce schéma-là. J'ai rencontré l'association Utile. Utile dit, apportez-nous de nouveaux projets. On veut travailler ensemble. Un projet sur la ville durable de 2020 sera une plateforme de recyclage, une recyclerie qui sera mise en place pour pouvoir insérer les personnes qu'on doit remettre en action sur notre ville. Des réactions à ces propositions je ne sais pas, Jean-Claude Chal peut-être sur les propositions faites là, non ? Alors, Jean-Marc Pangot, Madame Fauchécourt. Quand je vous parlais de mise en relation des entreprises et des habitants, c'est super important. La CCI a mis des choses en place. J'ai rencontré aussi la Chambre des métiers et de l'artisanat. Ils ont des outils peu utilisés par les entreprises qui leur permettraient de s'étendre et pourquoi pas créer des emplois. Aujourd'hui, c'est un objectif de créer des emplois. Il y a quand même un besoin sur le territoire. Il y a des chômeurs. Donc mettons en relation ces gens-là. La mutualisation des moyens, c'est ça aussi. C'est de travailler avec des structures pour permettre d'innover sur notre territoire. Alors, on a vu les priorités, pardon. Oui, Roland Jauve. Je crois que dans l'économie, on oublie une petite chose, c'est l'entrepreneuriat. Je crois qu'on aura besoin de cellules de sensibilisation au niveau de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est donner des chances aux gens et évidemment de créer, dans le cadre de structures innovantes, des possibilités effectivement de créer de véritables entreprises. Pour ceci, il faut trouver du financement, il faut trouver ce que je disais tout à l'heure, un mode de relation business. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la possibilité, au travers de ce qui existe déjà, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure au niveau des dirigeants d'entreprises existantes sur notre région et qui peuvent porter
en même temps, je veux dire, un certain nombre de projets. Puis, dans le cas du financement, on peut avoir aussi du financement participatif. Aujourd'hui, ça se fait, c'est intéressant, et tout le monde peut le faire. Donc, je pense qu'Andrézieux-Boutéon pourrait insuffler un certain dynamisme à ce niveau-là. Alors, sécurité, économie, emploi, on va essayer d'avancer. Il nous reste malheureusement pas beaucoup de temps, il n'y en a pas vu grand-chose. Parlons aménagement, parce que le cadre de vie, ça fait aussi partie des priorités des électeurs partout en France d'ailleurs. Oui, plusieurs d'entre vous parlaient de création de nouvelles structures, de pépinières d'entreprise, et en même temps, en préparant avec certains d'entre vous, vous nous avez dit, oui, mais on a déjà beaucoup d'équipements, maintenant il faut créer du lien. Alors, est-ce que ce n'est pas contradictoire, Monsieur Pango ? Est-ce que vous comptez aborder la question de la fiscalité ? On parlera des finances et des dépenses publiques. C'est prévu. D'accord. Ok, donc revenez à votre question. Pardon. Oui, allez-y. Oui, on a créé beaucoup de structures. Certains de candidats veulent en créer de nouvelles. Ouais. Est-ce qu'il faut en rajouter encore ? Non, tout à fait. Je crois qu'avant tout projet d'équipement nouveau, je crois qu'il faudra passer par les 3 étapes qui ne sont pas aujourd'hui appliquées. La première étape, c'est est-ce qu'il y a un vrai besoin de cette nouvelle structure ? Un vrai besoin prouvé. Donc, ça nous évitera de construire un câble, par exemple. La deuxième question qu'il faudrait se poser... Pourquoi le câble, c'est quelque chose qui est contesté ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on a cet équipement qui est ce qu'il est. Mais vous étiez élu à l'époque. Oui, mais on m'a vendu le projet comme étant un équipement qui allait servir aux sportifs. J'ai d'ailleurs milité lorsqu'il y a eu cette sorte de référendum auprès des associations sportives pour leur dire de voter pour, parce que j'attendais qu'ils puissent utiliser cet équipement de manière vraiment efficace. Jean-Claude Chac, la destination du câble n'était pas claire, a priori. On reviendra. Arrivait en second l'utilisation pour les sportifs, l'hiver en particulier, pour les jeunes, du câble. Le câble, c'était sa vocation première, c'est un équipement pour les salons et pour les fêtes et pour les activités de la collectivité. C'était sa définition première, puisqu'il n'est pas équipé pour pratiquer certains types de sports. Ce n'est pas une salle de sport en plus. Merci beaucoup. Jean-Marc Pango. Donc, première question à se poser, le besoin existe. Et une réaction sur ce... Oui, non, mais aujourd'hui, c'est un fiasco, puisque en 2013, nous avons eu 7 000 € de recettes sur le câble. Donc, les salons, on est obligé de les donner pour qu'ils viennent chez nous. Donc, voilà, on a raté un petit peu quand même le coche. Et il faudrait être effectivement imaginatif pour donner une vraie utilisation à ce câble. Deuxième, donc je continue. Reprenez donc, le besoin, oui. La deuxième question qu'il faut se poser avant toute construction d'équipement, c'est est-ce cet équipement existe chez nos voisins ? Voilà, et si oui ou non, ça évitera par exemple de construire une deuxième médiathèque à 2,7 km de celle de Saint-Just-Saint-Rambert. Concluez, s'il vous plaît. Voilà. Et la troisième question, si on décide effectivement de construire cet équipement, on le fera en relation directe avec les utilisateurs, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, y compris pour les projets qui arrivent, comme le golf qui a été fait d'une manière tout à fait personnelle par le maire, sans s'associer aux amateurs de golf de la région, de la ville. C'est complètement incroyable. Sylvain Salat, vous êtes d'accord avec ça ? Il faut réfléchir et suivre un processus ? Et quels sont en termes d'aménagement et d'équipement ? Il faut prendre un peu de recul. Quand je dis du recul, ça veut dire que quand on a créé les intercos, c'était bien pour mutualiser des moyens et ne pas en construire des nouveaux. Pas, comment dirais-je, augmenter le millefeuille. Aujourd'hui, nous avons des équipements. Avant d'en construire des nouveaux, il faudra d'abord penser à l'entretien de l'existant. On peut aller ensemble visiter un certain nombre de gymnases, notamment celui du lycée, et vous verrez qu'il y a de l'entretien à faire. Et surtout qu'il faut les rendre maintenant aux normes, il faut les rendre propres, il ne faut pas les rendre énergivores. Première chose. La seconde, je pense qu'avant de construire, on doit forcément penser à nos voisins et à l'interco. Quels sont nos besoins ? Qui paye ? Ce n'est pas parce qu'on a un peu d'argent qu'on doit se permettre de construire. Aujourd'hui, je suis très sensible sur le sujet de dire il faut construire avec nos voisins et demander à l'intercommunalité de prendre ou ne pas prendre. Sinon, on reste avec l'existant. Véronique Fouché-Court, sur les aménagements. Alors, sur les aménagements, il faut rendre les aménagements de la commune utilisables par les habitants avec des tarifs attractifs. Et par exemple, le château devrait être gratuit pour tous les habitants de la commune. Ils l'ont déjà financé, ils n'ont pas besoin de payer pour aller visiter le château. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est une critique actuelle de la politique actuelle pour le coup ? Oui, pour moi aujourd'hui, les Andréziens Boutéonnais payent leur...
payent les infrastructures qu'ils ont déjà payées par leurs impôts. Donc je trouve que c'est dommage. Le château, c'est un outil qui devrait être à l'utilisation de tous. On pourrait visiter ce château gratuitement. Les Andrésiens-Boutonnais le demandent. Ça, par contre, c'est une demande de la population et à mon avis, il faut y répondre. Après, il faut permettre à tous les habitants d'utiliser les infrastructures qui existent de meilleure façon. Et puis, dernièrement, quand on parlait effectivement de la mutualisation des moyens, quand on vous en parlait tout à l'heure, effectivement, si on parlait par exemple de la médiathèque, nous étions pour la création d'une médiathèque, sachant que le territoire d'à côté créait aussi une médiathèque. À ce moment-là, il faut qu'entre élus, on se réunisse, qu'on se dise, voilà, nous avons le même projet, nous ne sommes pas sur le même territoire, mais ça n'est pas grave. L'important, c'est le besoin de la population. La population a besoin d'une médiathèque, créons-la ensemble. Même si nous ne sommes pas sur le même territoire, c'est pas important. La médiathèque existe, vos projets, mais vraiment en deux mots, pour le mandat, si vous êtes élu au soir du 30 mars. Alors, la première chose, ça va se décliner en 3 points. Première chose, on fait un audit financier et du patrimoine existant. Deuxièmement, on travaille tout de suite sur l'emploi et la sécurité, c'est-à-dire la pépinière d'entreprise, rencontrer les entreprises, voir leurs besoins, etc. Pour les aménagements simplement, non pas sur les thématiques précédentes. Alors sur les aménagements, nous, on a une structure. La seule qu'on voudrait construire vraiment, c'est une structure d'accueil pour personnes à mobilité réduite. Les gens qui ne veulent pas rentrer en maison de retraite, mais qui n'ont plus la capacité de rester chez eux, qu'ils soient handicapés ou personnes âgées, ont besoin d'appartements équipés et avec des locaux communs. C'est la seule structure vraiment qui sera construite en dehors de la pépinière d'entreprise. Maurice Le Drapier, parmi les aménagements actuels et peut-être futurs, en fonction de vos propositions pour les Andrésiens-Boutonnais. Alors moi, ce qui m'interpelle déjà, si je puis me permettre, c'est les propos de M. Pangot qui l'oublie, qui était dans la liste de M. Schalck jusqu'à il y a quelques mois et qui a quand même voté la construction d'un complexe sportif pour les footballeurs de plus de 3000 places pour recevoir du public, qui voulait il y a quelques temps démolir Baudras, qui voulait construire un certain nombre d'installations. Je vous en prie, répondez, Jean-Marc Pangot, oui, puis Maurice Le Drapier. Allez-y. Démolir Baudras. J'ai jamais parlé de démolir Baudras, c'est complètement fou. Si, malheureusement, ça fait partie du vote de juin 2009 et il ne faut pas oublier les choses. Alors c'est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus le projet, parce qu'aujourd'hui, un certain nombre d'équipes veulent mettre le club de rugby. Ça me fait chaud au cœur, parce que c'est quand même quelque chose qui m'importe beaucoup. Donc par rapport à ça, effectivement, un vrai travail à faire pour optimiser l'utilisation des salles. Faire effectivement de l'entretien. Aujourd'hui, après un investissement fort depuis de nombreuses années réalisé par les équipes précédentes, aujourd'hui, il y a un travail à faire pour faire de la gestion du patrimoine. Je crois que la gestion, c'est galvaudé pour certains, en bon père de famille, c'est faire de l'investissement et faire de l'entretien pour que effectivement l'investissement s'amortisse dans les meilleures conditions possibles. Et une optimisation de cette utilisation de ces moyens avec, bien sûr, si c'est possible, rendre l'accessibilité le plus facile à l'ensemble de la population. Il y a une association sportive, pour ne pas la nommer, Gymnastique Volontaire, qui sont extrêmement serrés dans un local et qui aujourd'hui ont plus de 650 adhérents. Il faut trouver des solutions pour leur permettre de poursuivre cette activité. Voilà, c'est ça les grands signes par rapport à ça. Jean-Claude Schalck, sur toutes ces propositions, est-ce que c'est des choses auxquelles vous... Voilà, je ne sais pas, je parlais de la maison pour les personnes handicapées par exemple. Et sur les aménagements, vos je voudrais plutôt revenir sur 2 points qui méritent quand même un peu réponse. Concernant le golf, il n'a pas été fait simplement comme ça pour un caprice de Jean-Claude Schalck. Il est quand même validé et homologué par la fédération de golf. Et le golf, c'est un golf un peu particulier qui n'est pas en concurrence avec les golfs du territoire. Et bien au contraire, ils sont plutôt ravis qu'on ait créé une structure qu'ils n'ont pas, qui va s'adresser, comme nous l'avons toujours dit et écrit, en particulier au sport scolaire, aux centres de loisirs et aux seniors. Bien évidemment, en plus ouvert à tout le monde. Là aussi, le temps montrera que nous avons raison et que non seulement le golf ne coûtera rien à la collectivité, mais sera une recette complémentaire à la collectivité, comme a pu l'être le centre d'hébergement lorsqu'il a été particulièrement critiqué à son départ. Sur la médiathèque, on n'a pas créé une médiathèque. Ce n'est pas une médiathèque, c'est un complexe culturel où on a mutualisé à la fois le conservatoire, un auditorium et la médiathèque. Parlons de choses comparables. Nous, la médiathèque, à la fin de l'opération, une fois qu'on aura déduit la subvention, c'est moins d'1 million d'euros, la médiathèque. C'est moins d'1 million d'euros, puisque de toute façon, ça prenez coûte... la parole, je vous en prie. Attendez, je peux finir autrement. C'est 4 millions d'euros aujourd'hui, le projet global, c'est 4 millions d'euros pour mutualiser pour moitié et financer pour moitié
par une aide de la DRAC qui représente presque 900 000 euros. Si vous savez bien calculer, faites la différence. Je vous interromps, vous parlerez du projet juste après. Jean-Claude Chalk, juste après. Une chose, c'est que quand on parle de mutualisation des moyens, travailler avec Saint-Just-à-Rambert aurait été une bonne chose. Et quand vous dites qu'il y a des subventions, n'oublions pas que c'est quand même des impôts et c'est des recettes publiques. Et nous avons le devoir, en tant qu'élus, de faire que les recettes publiques soient utilisées de la meilleure façon possible. Et quand on crée deux structures qui sont relativement proches, à moins de 2 km, c'est des dépenses publiques qui sont, à mon avis, inutiles. Sauf que nous ne sommes pas dans la même agglo. Et je crois que ça, il faut en tenir compte. On peut travailler ensemble, monsieur. Mais monsieur Chalk, ça s'appelle la mutualisation des moyens. Et on peut travailler avec ses voisins. Dès on peut, il n'y a que Faucon. Vous savez que l'histoire ne s'écrit pas comme ça. Et notre société ne se construit pas comme ça. On n'est pas du tout dans la même agglo. Et que la médiathèque sur Saint-Just-à-Rambert coûte plus de 12 millions d'euros. C'est une médiathèque tête de réseau pour l'ensemble du territoire de Loire-Forêt. On n'est pas tout à fait dans les mêmes dispositions. Donc, s'il n'y avait pas eu le transfert du conservatoire en même temps, et qu'on a mutualisé justement, nous, à hauteur de l'équipement de notre population, ce bien au sein il n'y aurait pas eu de construction uniquement de médiathèque. Ce n'était pas le but recherché. Il va falloir faire très très vite parce qu'on est speedé par le temps. Jean-Marc Pangot, je souhaite juste intervenir et préciser pourquoi je dis c'est faux quand M. Chalk annonce que la médiathèque coûte 1 million d'euros. La médiathèque, ça a été voté au conseil municipal du mois de décembre, a coûté en dépenses 2013 4 849 000 euros et programmé 590 000 euros en 2014. Ça fait donc 5 439 000, moins 900 000 de subventions. Si je compte bien, ça fait 4,5 millions. Ce n'est pas 1 million. Voilà, c'est tout. Répondez Je pense qu'il y a des moments où vous ne devez pas savoir bien compter, ou autrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mutualiser pour moitié. Donc vous prenez déjà 4,8 millions, vous le divisez par 2. C'est quoi mutualiser pour moitié ? Puisque c'est le conservatoire, on ne peut quand même pas imputer le coût du conservatoire et la moitié de l'auditorium à la médiathèque. Attendez, il y a quand même un problème. Je crois qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et en plus, hors jeu, mais ce qui est surprenant, comme disait Maurice Drapier, c'est quand même tout ça, non seulement vous l'avez voté, mais il y a des moments, je pense que vous deviez avoir de très très fortes absences. Je voudrais juste, quand il est en danger, il insulte. S'il vous plaît, Sylvain Salat, oui. Compléter, très vite, parce qu'on n'a pas entendu Sylvain Salat sur la question. Tout à fait. Dans les équipements, tout à l'heure, évoqué Véronique Fauchécourt, les logements intermédiaires, effectivement, ça fait partie de notre projet aussi, de proposer des logements intermédiaires, effectivement, et peut-être le faire dans les locaux qui seront libérés par le conservatoire, et puis où on pourra placer, effectivement, dans ces bâtiments, des logements intermédiaires qui permettront d'avoir des jeunes et des personnes âgées avant l'entrée en maison de retraite. Je voudrais qu'on parlera proposition tout à l'heure parce qu'on a fait du bilan, mais pas tellement de... Roland Jouve. Non, rassurez-vous. J'allais vous donner la parole. Sylvain Salat aussi, vous avez encore tous les deux un peu de retard sur le temps de parole. Bon, on parle d'urbanisation, on parle effectivement de choses qui existent déjà. C'est-à-dire que dans le cas de Saône-Lavant, il y a beaucoup de réhabilitation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui évoluent. On pourra en discuter, mais je crois que vous venez de le faire assez bien au niveau de la médiathèque. Je suis tout à fait d'accord qu'au niveau des doublons, il faut être très prudent. Mais en même temps, dans le cas de l'urbanisation, me semble-t-il, on a besoin, nous, de réhabilitation. C'est-à-dire que vous le disiez très bien, vous avez François Mazoyer qui va se libérer. Vous avez également, sous peu de temps, la caserne des pompiers. Vous avez aussi, me semble-t-il, dans l'urbanisation, des choses qui sont très importantes et dont on devrait tenir compte. C'est dans le cas de la réalisation des friches industrielles. Nous avons des quartiers qui sont en pleine évolution, comme les terrasses, et vous avez malheureusement, lorsque vous arrivez, la première vision que vous aviez derrière la maison de retraite, c'est d'avoir une grosse fiche industrielle, 12 hectares, ce n'est pas rien, l'ancien site France-Loire, où il va falloir quand même poser de réelles questions de réhabilitation. Nous avons un projet là-dessus. Nous avons également la friche industrielle Barguet-d'Alière, sur lequel on a tout intérêt à s'y pencher dans le cadre d'une cohérence au niveau, je veux dire, de l'urbanisation. Et je crois que l'urbanisation, elle passe aussi, me semble-t-il, non seulement pour une mandature, mais pour au moins 3 mandatures. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision. Je pense qu'il y aura un schéma directeur où on aura tout intérêt à le faire le plus rapidement possible pour faire des choses qui soient cohérentes. Et en même temps, comme le disait très bien Mme Fauchécourt tout à l'heure, on a besoin de répondre à une demande de la population. Monsieur Le Rapier vient de nous citer un exemple qui, pour moi, me saute aux yeux. C'est celui de la gymnastique volontaire, où là, vraiment, en dehors des risques de stationnement, nous devrions faire immédiatement quelque chose. Sylvain Salat, on vous écoute sur ces
Oui, sur l'urbanisme en général, ce qui a été dit est vrai et ne date pas de la mandature de Jean-Claude Schalck, mais je dirais un petit peu avant également, où on a une croissance rapide sur Andrézieux-Bouthéon et on a positionné un petit peu tout, n'importe quoi, en fonction des fonciers qui pouvaient se libérer. Demander vraiment une réorganisation du PLU avec des zones vraiment dédiées, identifiées. 2, on n'a pas parlé d'un quartier, moi je veux en parler, c'est le quartier de la Chapelle. C'est notre quartier qui a 40 années d'existence, des bâtiments qui, pour certains, ne sont plus aux normes, des personnes qui demandent d'avoir des rez-de-jardin, qui veulent pouvoir vivre dans de meilleures conditions. Je crois qu'en termes d'urbanisme, hormis ce que nous allons hériter, on va hériter des terrasses, qui n'est pas forcément un écoquartier. Nous allons hériter de la friche Bariolée d'Alière. Nous, on proposera de faire un espace naturel et aussi un habitat adapté. Et il faudra penser à notre quartier de la Chapelle. Il est bien évident qu'il ne sera, malheureusement, ça démarrera sur cette mandature, ça se poursuivra sur une autre mandature, parce qu'il faudra les faire avec les habitants. Maurice Le Drapier. Sur l'urbanisme, alors sur les quartiers, parce qu'on a très peu parlé des 3 quartiers. Oui, alors effectivement, sur la Chapelle, simplement. Je disais que tout à l'heure, il va falloir, effectivement, sur un certain nombre d'aménagements qui ont eu lieu sur la Chapelle, je dirais qu'aujourd'hui, on a la terrasse, mais on n'a pas les aménagements intérieurs, quoi. Et aujourd'hui, il manque tout ce qui est aménagement de surface qui permettent de la convivialité. Donc effectivement, il n'y a pas que sur la Chapelle. La trace bleue et verte, c'est effectivement le site de Bariolée d'Alière doit être une ouverture sur la Loire. On est une des communes qui avons le plus long parcours de la Loire à proximité. On la voit pas, on la voit que quand on est au bord de Loire. Il faut absolument qu'on puisse, depuis le parc de la Casa, qu'on puisse avoir une vision sur cette Loire et qu'on ait cette transparence et cette visualisation. Et permettre avec ça une amélioration du cadre de vie pour l'ensemble des habitants d'Andrézieux-Bouthéon. Jean-Claude Schalck, le cadre de vie. Juste on reviendra à vous. Une petite réflexion là. Je pense que les bailleurs sociaux seront ravis d'entendre que leurs bâtiments sur le quartier de la Chapelle sont pas aux normes. Hein. Je veux dire, ça va leur faire drôle d'entendre ça. Concernant le site Bariolée d'Alière, ça fait des années que nous avons déjà évoqué et tranché le sujet, puisque de toute façon, sa réutilisation n'était pas possible vu les dépollutions, et que c'est un parc public qui doit s'ouvrir donc sur le quartier Bariolée d'Alière. Et puis concernant François, je voudrais rappeler à Roland Jouve que ce n'est pas 12 hectares, mais c'est moins de 3 hectares. Et que là aussi, on est en démarche avec Socotec et avec l'entreprise La Pierre, qui est propriétaire de François, pour un programme de dépollution. En attendant, là aussi, s'il nous faut plus de 10 ans comme sur FBI, on va patienter encore parce que je crois que les cartes ne sont pas dans nos mains. Si vous me permettez, allez-y, Roland Jouve. Vous disiez, Leslie François, je suis très très bien informé sur le dossier François, et pour cause, aujourd'hui je n'ai pas peur de le dire, François est l'un de mes locataires. Donc je sais également le coût qui aujourd'hui est la dépollution, puisque c'est de l'entour de 2 millions, y compris les bâtiments. Et en termes de surface, j'ai effectivement des surfaces qui m'ont été données, peut-être par erreur, mais par les dirigeants. Je vais dire, 3 hectares, mais non, c'est beaucoup plus. 12, mais 3 bon, hectares. voilà. Ceci dit, je crois qu'aujourd'hui c'est un quartier, néanmoins, vous en conviendrez, Monsieur le Maire, je veux dire, à dépolluer assez rapidement, et sur lequel nous ne pouvons pas, compte tenu des investissements faits qui sont à côté, le laisser en l'état. Jean-Marc Pangot. Oui, donc sur l'urbanisme, bien d'accord avec certains intervenants sur le fait que c'est un projet à long terme qu'il faut conduire sur probablement 15 à 20 ans. Des choses quand même à faire plus rapidement. La place des Pâtureaux dans le centre-bourg, une catastrophe minérale, froide, inutilisée. Donc il faudra clairement repenser cet emplacement en y apportant un petit peu de vie, un peu de verdure, un peu de chaleur humaine. Même chose pour le quartier de la Chapelle. On va pas faire. Deux mots vraiment. On va prendre des décisions sans les habitants, comme l'idée saugrenue de fermer le marché couvert. Ça a été un refus catégorique de la population. C'est complètement aberrant de faire contre la population. Donc là encore, il y aura concertation pour envisager de rendre un peu moins minéral ce quartier. Je vous laisse répondre sur ce projet. Alors je suis désolé, on sera obligé de conclure très vite. On n'aura pas abordé plein de dossiers. Alors deux petits mots à Jean-Claude Schalck. Vous aurez la parole juste après. Sylvain Sala aussi. Allez-y.
Sur la mise en cause, le marché couvert de la Chapelle, pour le coup, de Ah oui, non, mais un grand rejet de la population, 64 votants, 30 et quelques qui étaient contre et autant qui étaient pour. Un très très large refus de la population. Véronique Fouché-Court. Au niveau de l'urbanisme, il y a une réalité, effectivement, c'est qu'on a un patrimoine existant qu'il va falloir entretenir. Il y a des bâtiments qui commencent à vieillir et mal vieillir. Il y aura un gros travail à faire sur les écoles et tout ce qui est sur les pertes d'énergie. Il va falloir faire un bilan énergétique important sur tous les bâtiments communaux et puis rendre les bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est un grand besoin aujourd'hui sur cette commune. Alors, malheureusement, je suis désolé, il va falloir que nous concluions. Je vais vous laisser, disons, 1 minute 30 à chacun pour aborder un point que vous souhaitez aborder, parce que malheureusement, nous n'avons pas abordé plein de choses. On n'a pas parlé vie associative, culture, sport, etc. Je m'en excuse, évidemment, on ne peut pas non plus griller le chrono comme ça. 1 minute 30 à chacun. Alors, par qui commence-t-on? Maurice Le Drapier va conclure. 1 minute 30, voilà, pour vous adresser aux Andrésiens ou Théonnais qui vont se déplacer aux urnes le 23 mars. Merci de me passer la parole pour conclure. Effectivement, un point important, c'est que le jour où nous serons élus, c'est-à-dire le 30 mars 2014, une des premières actions, ça sera de mettre mon équipe en situation de créer une dynamique autour du lien entre tous, sur l'ensemble des thèmes qui ont été abordés ce matin et ceux qui n'ont pas été abordés, bien entendu, pour qu'on puisse créer cette nouvelle ambiance au travers de notre commune et dans les relations que nous aurons avec nos voisins, proches ou plus loin, puisque tout à l'heure j'évoquais le pôle métropolitain dans une dizaine d'années. Donc c'est un point important, avec peut-être, ça va faire encore rebondir M. Pangot, qui ne se rappelle pas de tout ce qu'il a pu voter, peut-être revenir aussi sur l'augmentation des impôts que M. Pangot avec M. Schalck a évoqué il y a quelques années. Et avec une baisse des impôts cette année, je crois que ça sera une des actions, ça sera de rebaisser les impôts comme ils étaient juste avant l'augmentation qui avait été votée par M. Schalck et M. Pangot. Merci beaucoup. Véronique Fouché-Court, je vous laisse conclure sur une thématique qui vous tient à cœur. Alors, quand on parlait de mutualisation, un premier point qu'on fera dès qu'on arrivera, c'est l'audit financier. On fera un audit financier en arrivant et un audit financier en repartant, pour que les choses soient très claires. Et après, on va mettre notre équipe tout de suite en œuvre pour permettre à notre population de retrouver un pouvoir d'achat par la mutualisation de contrats, tels des contrats mutuels, des contrats d'assurance, des contrats fuel. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne s'assurent plus, certains ne se chauffent plus parce qu'ils n'ont plus les moyens. La commune peut, sans investir un centime, juste du temps, négocier des contrats. Donc voilà, une chose qui sera importante et qu'on va faire rapidement. Et effectivement, travailler avec le territoire forésien et avec Saint-Étienne Métropole, puisque nous sommes dans Saint-Étienne Métropole, et créer des liens, parce qu'il me semble que la commune d'Andrézieux-Bouthéon est centrale et doit faire travailler tous ces territoires ensemble. Merci beaucoup. Jean-Claude Schalck, c'est à vous de conclure. Je voudrais revenir simplement sur le fait des impôts. J'avais eu l'occasion de dire en conseil municipal que gouverner, c'est prévoir. Et lorsque nous avions mis en place cette augmentation de 5% par an sur les 3 années qui restaient à courir du mandat, c'était dans le cadre où nous étions encore la communauté commune du pays de Saint-Galmier et que nous devions participer donc au fonds de péréquation intercommunal qui, la première année, nous a été déjà de 80 000 euros. Cette année aurait dû être de 120 000 euros. Et à terme, au bout des 6 ans, en 2016, c'est plus de 600 000 euros que la collectivité aurait dû abonder à ce fonds de péréquation. Depuis que nous sommes passés à SEM, non seulement nous n'avons plus à payer ce fonds de péréquation, mais sur l'année 2013, on a touché 47 000 euros. Et sur l'année 2014, on devrait toucher autour de 60 000 euros. Donc, tout naturellement, l'effet levier que nous avions voulu provoquer en augmentant de 5% l'an pour compenser justement cet impôt qui nous tombait dessus, disparaît du fait qu'il n'est plus applicable dans la conjoncture actuelle au sein de métropole. Merci. Et que tout naturellement, donc nous répercutons, on a déjà fait 2,5 l'année passée, 2 cette année, et que nous répercuterons toutes les années 2% de façon à revenir au taux initial, puisque les règles du jeu ont changé. Merci Jean-Claude. On s'applique. Jean-Marc Pangot, je vous laisse conclure. Bon, du coup, on conclut sur la fiscalité. Vous ne m'avez pas donné la parole sur la fiscalité. Je suis désolé, oui, on a été très bavard sur le reste. Je vais conclure, mais auparavant, je voudrais juste expliquer que... ça sera votre conclusion, Jean-Marc Pangot. Et c'est très représentatif comment dire, de la méthode Schalck, de ce qu'on lui reproche.
Lorsqu'il est arrivé aux affaires en 1999, il y avait 2 700 000 euros de frais de personnel. Aujourd'hui, ça coûte 8 570 000. Ça a été multiplié par plus de 3. Donc nous avons aujourd'hui 280 personnes qui travaillent et qui coûtent 872 euros par an et par habitant. C'est énorme. Il faut arrêter cette inflation. Et ça, c'est tout à fait représentatif du système Schalke. On veut construire, on bâtit. Pour construire, pour bâtir en interne, on recrute. Lorsqu'on a recruté, il faut continuer à bâtir pour occuper ces gens, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est en sureffectif. Donc la première priorité, le message prioritaire, ça sera de réaffecter les moyens humains importants dont dispose notre commune afin de satisfaire au mieux les besoins de notre population, la sécurité, la propreté, l'entretien des bâtiments publics. Merci beaucoup. Sylvain Salas, c'est à vous et Roland Jouve conclura ce débat. Oui, merci beaucoup. Ce que je veux dire aux Andrésiens Boutéonnais, c'est une chose simple, c'est qu'il faut, on l'a bien compris dans cette émission, dans ce débat, et je vous en remercie, qu'il fallait aujourd'hui apporter une vision d'avenir et une gestion tout autre. Pour répondre à M. Schalke, je le rassure, les bailleurs sociaux seront très heureux de nous voir arriver pour discuter justement du parc immobilier. Il faut conclure. Bien remettre les habitants au cœur, dans les quartiers, au cœur des décisions. Sur la fiscalité, puisque c'est un point important, nous sommes à SEM, Saint-Étienne Métropole. Le message d'Andrézieux-Bouthéon sera de dire, pour que le territoire soit dynamique, il faudra que d'autres villes qui ont des taux beaucoup plus importants que nous viennent nous rejoindre, et non pas le contraire. À la différence de M. Schalke, nous ne gérerons pas au coup par coup, un coup stéphanois, un coup pas stéphanois, ou plutôt le contraire. On fera de même pour la fiscalité. L'idée, c'est bien de prévoir le futur. C'est ce qu'on demande à un maire, c'est d'aller au-delà du quotidien. Merci. Roland Jouve, merci beaucoup Sylvain Salas. Roland Jouve, vous avez le privilège de conclure ce débat. Votre conclusion, en tout cas, voilà, votre minute 30. Tout d'abord, je vous remercie de nous avoir invités, d'avoir pu débattre. Malheureusement, comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, nous n'avons pas pu aborder le côté finance. Car aujourd'hui, malgré tout ce que l'on peut entendre, Andrézieux-Bouthéon Villeriche, dans le cadre des augmentations de taxes d'habitation, il faut savoir qu'entre 2000 et 2011, sur Andrézieux-Bouthéon, c'est 36,35%. Or, la moyenne nationale, c'est 21,44%. Donc ça, c'est un premier chiffre. Nous avons, comme tout le monde le dit aujourd'hui, rejoint la SEM. Et il va falloir faire avec. Or, la SEM, c'est l'endettement aujourd'hui. Son endettement, c'est à peu près sur 9 ans. Il faudrait, pour être dans les normes, entre 5 et 4 ans. Donc vous voyez, on est loin du compte. Donc il va falloir rester extrêmement vigilant dans le cadre de la réduction des dépenses, tout en maintenant un niveau d'investissement relativement intéressant. Pourquoi ? Pour soutenir cette économie, car il faut quand même savoir que le premier, donneur d'ordre, c'est l'État, et que nous devons faire en sorte de suivre ce mouvement. On a peu parlé aussi, je vous laisse conclure, Roland. Je sais qu'on nous n'avons pas abordé beaucoup de sujets. Malheureusement, il faut vraiment conclure. Eh bien, écoutez, ce que je peux dire pour notre équipe, plus loin ensemble, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il faut qu'ensemble, nous allions plus loin, nous tracions effectivement un avenir en nous préoccupant, des futures générations, que ce soit dans le cadre de l'environnement que malheureusement nous n'avons pas abordé, et que ce soit dans le cadre de l'endettement. Merci beaucoup, merci à tous les 6. Alors je sais qu'on n'a pas abordé plein de choses, je m'excuse évidemment auprès des téléspectateurs qui auraient voulu, j'imagine, encore quelques heures de débat pour qu'on puisse aborder tout le reste. En tout cas, les 6 candidats sont venus vous présenter une partie de leur programme aujourd'hui. Merci Mathieu Ozanam. Vous retrouvez quelques extraits de ce débat dans les pages de l'Essor Affiche. Merci à toutes les équipes de TL7 qui ont permis ce débat aujourd'hui. Merci au restaurant Le Poisson d'Argent, Andrézieux-Bouthéon qui nous a accueillis. Puis merci à tous vos soutiens respectifs qui sont venus vous accompagner dans cette difficile tâche du débat. Merci à vous. À très bientôt sur TL7.